conduction osseuse. Oui, je n'ai pas compris. Normalement, on a vu que donc je peux poser la même donc la réponse comme le cas de la lumière. Normalement, la lumière, au niveau de l'air, il se propage d'une manière plus rapide. Il n'y a pas d'obstacle où le milieu il est homogène et transparent. Dans un milieu il n'est pas l'air, la vitesse il est diminuée, il n'est plus égal à la vitesse de la lumière. Par exemple, dans l'eau, la vitesse de la lumière il est ralenti. Pour le son, la vitesse du son il est plus accélérée au niveau de l'air et il est plus ralenti au niveau de l'os. Parce que l'os, il y a une viscosité, je ne sais pas, il y a donc de la matière. Et donc la vitesse normalement aérienne, il est supérieure que la vitesse, donc pour la vitesse du son au niveau de l'air, il est plus rapide qu'au niveau de la conduction aérienne, il est supérieur à la conduction osseuse. C'est ce qu'on a fait dans le cours. Non? Ou c'est l'inverse? Non, monsieur, c'est pas parce que dans le cours, on avait dit que le son se propage plus rapidement dans les milieux denses que dans les milieux moins denses. Et dans une autre partie du cours, il y avait que normalement, la conduction aérienne doit être supérieure à la conduction osseuse. Normalement, la conduction aérienne, il doit être supérieure à la conduction osseuse, mais à l'exception, il y a parfois les pathologies parce que pour cette la deuxième partie de votre question, c'est que on va voir des états pathologiques. Et donc, il y a des otites, il y a des obstacles. Par exemple, pour la conduction aérienne, il y a les bouchons de serre humaine, il y a les otites avec des collections purulentes. Et donc, dans ce cas-là, la conduction osseuse, il est plus rapide que la conduction aérienne. Parce que au niveau de la conduction osseuse, on va court-circuiter l'oreille moyenne, où il y a la surdité. C'est surtout les surdités de transmission. Donc, la conduction osseuse, il va court-circuiter, il va passer. Donc, les vibrations du diapason, ils vont passer directement à la cochlée. Et dans ce cas-là, la conduction osseuse, il est supérieur à la conduction aérienne, ou même la conduction aérienne, il est aboli. Il n'y a pas donc le son, il ne peut pas passer. Mais en théorie, normalement, la conduction aérienne, il doit être supérieure à la conduction osseuse. Je pense que c'est un peu logique. C'est surtout, il faut raisonner sur, pour les mesures de cette transmission aérienne et osseuse, c'est du côté pathologique. Lorsqu'il est normal, la conduction aérienne, il va passer plus rapidement que la conduction osseuse. Lorsqu'il y a une collection, un obstacle pour les vibrations sonores vers l'oreille interne, il va y avoir la conduction osseuse. Il est plus rapide et plus meilleur que la conduction aérienne. Sinon, est-ce que j'ai répondu, non? Oui, c'est bon, j'ai compris. Sinon, il peut y avoir des petites erreurs. Vous pouvez m'écrire le chapitre et également la page où vous avez la contradiction et la question avec, pour que peut-être la séance prochaine, on peut répondre sur des points qui sont plus en détail. Maintenant, j'ai pas le cours devant moi, mais on peut le revoir. D'accord? On peut revoir ces paragraphes qui sont un peu contradictoires. D'accord? Donc, merci, monsieur. Monsieur, j'ai une question, l'interprétation de la loi de Henry. Oui? Monsieur, on a déjà dit que la remontée, lorsqu'on a une remontée trop rapide, on a une diminution de la pression. Donc, on a un phénomène de surdissolution. Monsieur, on a déjà dit le phénomène de dédissolution, la diminution de la pression rapide, on a une dédissolution brutale. Donc, monsieur, la dédissolution brutale, il y a le phénomène, bien sûr, de dissolution.
surdissolution. Alors, quand on monte d'une manière verticale, on va dire qu'il y a le gaz, qui est l'oxygène et l'azote, qui sont en grande quantité diffus dans le plasma ou dans le sang. Ils vont se transformer d'une manière rapide sous forme de bulles. Donc des bulles qui vont être bloquées. C'est dissous. Donc c'est une dédissolution qui est importante. La surdissolution, c'est l'inverse. Lorsqu'il plonge à l'intérieur, la pression augmente et donc l'air qui est dans les bouteilles de gaz ou de l'air respiré, il va se dissoudre d'une manière plus importante. Donc la surdissolution. Donc la dédissolution, c'est un peu l'inverse de la surdissolution. D'accord. Monsieur, donc la dédissolution كتبع la surdissolution. La dédissolution, voilà, la surdissolution, la plongée, et la remontée, c'est, oui, ils peuvent être l'un après l'autre, surtout lorsqu'il fait la plongée donc verticale, et également la remontée verticale. C'est un changement qui est successive et rapide. D'accord. Normalement, le phénomène, c'est que il faut que à la fois la plongée et la remontée, ils doivent se faire en palier, donc progressivement, pour ne pas avoir ces accidents, à la fois de la surdissolution et la surdissolution. D'accord, merci. Oui. S'il vous plaît. Monsieur, oui. Est-ce que l'annihilation est le phénomène contraire de la matérialisation? Oui, c'est à peu près ça. L'annihilation, donc l'annihilation, il est écrit par un H et deux N, l'annihilation, c'est une énergie qui est excessive au niveau du noyau et qui va être éliminée à l'extérieur du noyau de l'atome en créant de particules. Donc ça, je vais voir l'annihilation. Non, j'ai dit l'inverse. Normalement, l'annihilation, oui. Il y a un photon gamma, l'annihilation, c'est un électron positif, donc un électron, un positron, qui va s'associer à un électron et ils vont donner deux photons de 511 kV chacun et d'un angle de 180 degrés. C'est un phénomène qu'on utilise dans l'imagerie par tomographie par émission de positrons. Là maintenant, le phénomène de matérialisation, c'est que l'excès de l'énergie qui est supérieur à 1,022 MeV, ça veut dire c'est l'équivalent de deux particules chargées légères, un électron et un positron. Donc, il y a cet excès d'énergie au niveau du noyau de l'atome et il va être expulsé à l'extérieur de l'atome sous forme de particules d'un électron et un positron. D'accord. Et les conséquences, c'est que le positron, il va réaliser une annihilation après et l'électron, il va faire ses excitations et ionisations. D'accord. Donc, la différence, c'est que la matérialisation, il faut que l'excès d'énergie soit supérieur à 1,022 MeV au niveau du noyau de l'atome. Et l'annihilation, il peut se faire par un électron positif. Dès qu'il est émis dans la matière, il va rencontrer un électron négatif et ils vont donner deux photons gamma de 511 keV chacun. D'accord? Oui, merci. Monsieur, s'il vous plaît, oui? Est-ce qu'on doit retenir le rayon, la puissance et l'indice de réfraction de chaque dioptre dans notre œil? Le rayon, la puissance et l'indice de réfraction.
Bon, on doit pas, je ne demande pas de l'apprendre par cœur, mais il faut savoir, par exemple, l'indice de réfraction, il y a deux indices. Il y a l'air de l'extérieur de l'œil et de l'eau à l'intérieur 1,33. Les rayons de courbure, c'est surtout la cornée. C'est elle qui va. Donc, il faut quand même connaître la valeur. Donc, surtout dans l'œil réduit de listing, il faut connaître ce rayon parce qu'il est important. C'est ce rayon qui se base les appareils, le kératoréfractomètre. Il se base sur ce rayon pour vous définir l'anomalie. Est-ce que vous êtes myope ou hyperope ou normal? D'accord? Parce que c'est de là qu'il peut mesurer la puissance de chaque œil. Donc, je ne demande pas de l'apprendre par cœur. D'ailleurs, c'est des petits résumés que vous pouvez résumer tout le cours de biophysique dans des petits résumés de 3 pages. Et vous retenez l'essentiel et vous pouvez le réviser à la fin. Donc, par exemple, la veille ou même entre les lorsqu'il y a les intervalles entre les modules. D'accord? Mais je vous demande pas d'apprendre les détails. Les détails, c'est surtout des bases. Donc, c'est des bases physiques que vous allez utiliser au fur et à mesure. OK? D'accord, monsieur, merci. D'accord, monsieur. Oui? Monsieur, Oui? quel est le potentiel au repos au niveau cochléaire? Au niveau cochléaire. Cochléaire. Alors, la cochlée, c'est au niveau de l'oreille, c'est ça? Oui. Le potentiel de repos au niveau cochléaire, c'est un potentiel. Peut-être il n'y a pas de... Donc la cochlée, il est composé déjà de cellules ciliaires. Donc les cellules ciliaires, on a dit qu'il y a les cellules ciliées internes et les cellules ciliées externes. Et ces cellules ciliées, c'est eux qui vont retenir à travers la membrane basilaire le signal physique qui est le son. Ils vont donc enregistrer ce signal et ils vont se dépolariser pour émettre des neuromédiateurs vers l'axone des neurones spinales. Donc, c'est des neurones qui vont transmettre le signal ou la différence de potentiel ou le médiateur. Donc, de ces cellules ciliaires vers les cellules spinales, ça veut dire de la moelle épinière. Et de là, il y a les axones ou les prolongements de ces cellules qui vont vers le noyau temporal ou vers le bulbe ou vers le centre d'audition. Donc, les cellules ciliées, externes ou internes, ils ont un potentiel de repos et un potentiel d'action. Le potentiel de repos, c'est, je ne sais pas exactement la valeur, mais aux alentours de moins 70 millivolts ou moins 60 ou millivolts. Donc, tous les potentiels des cellules neurologiques, c'est à peu près comme ça. Exactement, peut-être la prochaine fois, je vais vous le dire plus en détail. Mais le potentiel d'action, c'est que mais ce potentiel de repos, lorsqu'il n'y a pas de son, par exemple, le sujet, il est endormi, lorsqu'il est en sommeil profond. Et il y a l'inverse, le potentiel d'action lorsqu'il est maintenant, par exemple, vous m'entendez, il y a un potentiel d'action qui se crée chaque instant pour envoyer le message et bien sûr la reconnaissance des syllabes et du son et de la parole. D'accord? Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Concernant la différence, quelle est la différence entre l'imagerie anatomique et l'imagerie médicale au point de vue des rayonnements? L'imagerie médicale, il contient beaucoup on va dire, il contient à la fois l'imagerie anatomique. Soit l'imagerie anatomique, c'est le scanner, c'est la radiographie standard, c'est l'abdomen d'abdomen, donc l'image de l'abdomen sans préparation. C'est le CILIRM également, c'est une imagerie anatomique.
parce qu'il montre l'anatomie de l'organe. Il va montrer une coupe de l'abdomen. C'est les coupes anatomiques que vous êtes en train de faire dans l'anatomie. Il va vous montrer, donc, par exemple, le foie, il est à droite, la rate, il est à gauche, le cadre colique, selon la coupe. Bien sûr, les vertèbres en postérieur, et le pancréas en avant. C'est une coupe anatomique qui n'est pas, qui donne les images donc l'anatomie des organes de notre corps. L'imagerie, le deuxième type d'imagerie médicale, c'est l'imagerie fonctionnelle. Par exemple, la scintigraphie, c'est une imagerie fonctionnelle. Je peux faire une scintigraphie thyroïdienne. Il peut me donner une thyroïde qui est hyper fonctionnelle. Dans ce cas-là, la thyroïde, il fixe intensément, donc il y a beaucoup de signaux qui sortent de la thyroïde. On parle d'une hyperthyroïdie, donc je peux déduire la fonction de chaque organe. Une thyroïde qui ne fixe pas, c'est une thyroïde qui est parfois, une thyroïdite, il est bloqué, il est en hypothyroïdie. Par exemple, un nodule, il peut être hyperfonctionnel, il peut être un nodule froid, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas. Donc c'est une image qui est fonctionnelle, qui donne une idée sur la fonction de chaque organe, le cœur, le cerveau. Également, on peut utiliser l'imagerie cérébrale pour les maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer, les maladies telles que le Parkinson, donc les noyaux gris centraux. Et également, il y a d'autres types d'imagerie médicale. Il y a l'imagerie, par exemple, avec les fibres optiques telles que la sonde, telles que la fibroscopie. Donc, on peut voir donc, ce qui est à l'intérieur du tube digestif, la coloscopie au niveau du côlon. On peut voir même, il y a l'arthroscopie, on injecte un produit et une petite sonde. Donc maintenant, l'imagerie médicale, il est très vaste. Il fait intervenir beaucoup tels que les fibres optiques, tels que les caméras, tels que les rayons X et autres. D'accord? Mais il ne faut pas confondre l'imagerie fonctionnelle, qui est la scintigraphie, et l'imagerie anatomique, telle que le scanner et la radiographie. Oui? Oui, monsieur, juste concernant l'imagerie anatomique, est-ce qu'elle utilise des rayonnements, par exemple l'émission bêta- ou émission bêta+, ou capture électronique, ou elle utilise uniquement les émissions gamma? D'accord. Pour l'imagerie anatomique, il utilise surtout les rayons X. Les rayons gamma, c'est l'imagerie fonctionnelle. Donc, il ne faut pas confondre. Les rayons gamma, c'est la radioactivité. C'est des rayons qui sont d'origine nucléaire et c'est un produit radioactif qu'on va donner aux patients, on va injecter, et c'est des rayonnements qui viennent de ce radionucléide, qui est un produit radioactif. Alors que le rayon, ça, c'est l'imagerie fonctionnelle. Pour l'imagerie anatomique, c'est des rayons X qui sont émis à travers un tube à rayons X. Le scanner, par exemple, le scanner, c'est des rayons X qui surviennent d'un tube à rayons X par transmission à travers le corps. On parle d'imagerie de transmission. Et c'est une imagerie anatomique. Pour l'imagerie fonctionnelle ou la scintigraphie, c'est une imagerie par émission. Donc les rayonnements, ils viennent du patient. Alors pour le deuxième, donc les rayons X, l'imagerie anatomique, c'est par transmission. Les rayons, ils surviennent d'un tube à rayons X. Normalement, je pense, vous allez le voir avec le professeur Lelge pour que vous compreniez exactement la différence entre les deux. D'accord? Oui, monsieur, merci beaucoup. De rien. Oui? Vous avez d'autres questions? Monsieur. Oui? Monsieur, pour parce que قلنا l'excès ديال les protons. est équivalent فاش كيكون عندنا l'excès ديال les protons إما كيكون عندنا واحد بيتا بلس أو لا كابتور إلكترونيك. فاش كيكون عندنا ديك كابتور إلكترونيك كيكون عندنا واحد ليبراسيون ديال ان غاما. واش هاد غاما غراس l'annihilation يعني بيكونوا عندنا جوج ديال لي غاما أو لا غير واحد كوم برودوي؟ Alors, la capture électronique, d'abord, il y a les effets secondaires de la capture électronique. Il y a un électron qui est capturé de la couche la plus proche.
Donc, il y a un trou, il peut être remplacé par un électron périphérique avec émission d'un rayon X ou d'un électron OG, un électron périphérique. Ça, c'est pour le cortège électronique. Alors, pour ce qui est le rayon gamma, tous les noyaux qui sont lors des émissions ou lors de phénomènes de capture électronique, qui sont excités, ils vont se désexciter et ils se désexcitent en émettant l'excès d'énergie sous forme de rayon gamma d'origine nucléaire. Donc, la capture électronique, il y a trois phénomènes. Il peut y avoir l'émission de rayons X, l'émission d'électrons OG au niveau du cortège électronique et l'émission gamma lors de la désexcitation du noyau par ce phénomène de capture électronique. D'accord? Vous avez noté? C'est bon? Vous avez d'autres questions? Allô? Oui? Monsieur, Oui? monsieur, normalement, vous avez dit que le phénomène de surdissolution, il doit être intervenir lors de la plongée, non pas lors de la remontée, parce que lors de la remontée, on a la pression, une diminution de pression, c'est-à-dire on a une dédissolution. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais dans le paragraphe, vous avez le mettre lors de la remontée. Vous avez dit que lors de la remontée, on a une surdissolution. Lors de la remontée, peut-être c'est une erreur. Lors de la remontée, il y a une dédissolution et il y a une surdédissolution. Ça veut dire que l'air ou le gaz qui est dissous, il va se redédissoudre, c'est-à-dire il va devenir gaz lors de la remontée. Donc peut-être c'est une erreur, je vais rectifier. Vous m'écrivez, c'est la loi de Henry. Donc je vais mémoriser, je vais vérifier et on va vous rappeler la prochaine fois dans la séance de révision. D'accord? Interactive. D'accord, merci. Ouais. Alors, si vous avez d'autres questions, moi, on a fait déjà un retard à peu près de 15 minutes. Hein? Si vous voulez, donc on peut prolonger encore 15 minutes. Notre interactivité. Oui? Allez-y. Monsieur. Oui? Dans l'effet quantum, l'électron qui est éjecté n'induit pas des ionisations, des excitations des atomes du milieu? J'ai pas bien entendu. Concernant l'effet quantum, oui. L'électron qui est éjecté n'induit pas des ionisations ou bien des excitations avec les atomes du milieu, car l'interaction se fait entre un photon et un électron libre. Si normalement l'effet quantum, c'est le même effet que l'effet photoélectrique. Ça veut dire il y a une émission d'un électron qui va ioniser et exciter les atomes à proximité. Mais il y a un autre effet, c'est l'effet du photon quantum. Il y a un petit photon qui va résulter, il n'est pas totalement absorbé comme l'effet photoélectrique. Donc ce photon quantum, il peut ioniser et exciter il peut agir au niveau d'autres atomes. Donc, il y a à la fois l'excitation et l'ionisation par l'électron quantum et l'effet par le photon quantum. Il y a les deux phénomènes. Parce que le photon, il n'est pas absorbé complètement. Il y a un petit photon qui sort de l'atome après cette interaction. D'accord, merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, quelle est la signification de la cohésion nucléaire? Oui. La cohésion nucléaire. Donc, normalement, j'ai dit qu'au niveau du noyau, il y a des charges positives. Il y a des protons qui sont chargés positivement. C'est des particules lourdes et ils ont un champ électrique. Ça veut dire les noyaux, surtout les noyaux dont le nombre de masse A il est élevé, par exemple l'iode 131, par exemple l'uranium,
ils ont donc beaucoup de noyaux qui sont chargés positivement. Et ces noyaux, ils vont, donc au niveau de... Et ces protons, ils ont tendance à s'écarter parce qu'ils ont les mêmes charges. Donc, ils essaient de s'écarter entre eux. Et c'est donc la cohésion, ça veut dire ce noyau, il n'est plus à l'état stable, il est un peu désintégré, donc il y a une instabilité, il n'y a plus une cohésion, ils ne sont plus consolidés ces protons, mais il va se convertir en un autre noyau par le biais de, on a dit que le proton, il va se convertir en neutron. Lorsque le proton se convertit en neutron, le neutron, il n'a pas de charge. Le neutron, donc, on a la courbe de stabilité qui tend vers le nombre de neutrons plus élevé que le nombre de protons. Et de cette manière, donc, il va y avoir donc ce conflit entre les protons, il va être rétabli en se convertissant en neutrons, et en contrepartie, ils vont émettre les particules telles que les bêta-, les bêta+, et les gamma. Et bien sûr, les gamma également à la fin. Donc, une cohésion nucléaire, ça veut dire c'est une désintégration. Donc, le noyau, il n'est plus stable, il a envie de s'éclater, il a envie parce qu'il y a une charge qui est excessive, de même, donc les protons sont de même charge. D'accord? C'est pour cela, donc, ils vont se convertir en neutrons. Et lorsque le phénomène, il est excessif, donc il va y avoir l'éclatement du noyau, c'est ce qu'on utilise au niveau des réacteurs nucléaires, en émettant des neutrons directement au niveau du noyau qui va s'éclater pour donner la fission nucléaire. Il s'éclate. Donc le noyau, il y a une fission, il se casse. C'est la réaction nucléaire. D'accord? Oui, monsieur. Donc, c'est l'origine des différents types de radioactivité. C'est la cohésion nucléaire. Oui, c'est un trouble. Voilà, c'est la cohésion nucléaire qui est à l'origine de ces transformations radioactives et ces phénomènes d'émission. Donc, il y a des émissions, ça veut dire ils sont émis, ces particules et ces charges à travers le noyau vers le milieu extérieur de l'atome. D'accord, monsieur. Merci. Ouais. Monsieur, est-ce qu'on va faire donc les QCM كانوا في le début? نعم. هذوك les QCM اللي كانوا في le début واش غنديرهم ولا la séance prochaine? Si vous voulez, alors je peux vous les envoyer. باش تخدموهم, mais j'ai pas de mail de le responsable qui a le mail. Qui est le responsable ou le représentant? Maître, je suis le responsable. Voilà, vous m'envoyez votre mail. Donc c'est. Je vous ai envoyé un email ce matin. Yahya, c'est ça? Oui. Alors, oui, vous m'avez envoyé un mail? Oui. Fin, tous deux. Yallah d'abord ou là avant? Là, le matin, vers 9h, je pense. D'accord. Dans Yahoo, yahoo.fr. Oui. Oui. Ok, donc je vais le revoir. On s'est comme le fichier pour que vous le travaillez. Donc vous allez le partager avec vos collègues et comme ça on peut le faire des petites révisions ou des QCM ou même des questions au fur et à mesure. Et pour passer par la suite les cours qui vont suivre l'optique, l'audition et le milieu intérieur, donc au fur et à mesure. D'accord? Donc, j'ai peut-être 6 séances ou 7 séances interactives. On va les faire au fur et à mesure. Et comme ça, donc, on peut faire des révisions sur... c'est des questions à choix multiples que vous allez normalement avoir comme contrôle à la fin de ce module, à la fin de l'année. OK? Oui, professeur. Voilà. Donc... Oui, si vous n'avez pas d'autres questions,